Merci de rester avec nous, Ndeye Fatou Ndiaye, de la plateforme Avenir Sénégal bi nu bëgg. Le numérique, avant de parler de politique, le numérique, la solidarité numérique, on en entend parler sous Wade. Ça donne quoi? Ça donne des avancées beaucoup dans le privé et ça donne beaucoup d'annonces dans le public. Nous attendons toujours de voir exploiter concrètement sur le terrain. En tout cas, c'est toute cette potentialité que le numérique offre à des États comme le Sénégal, qui n'avons pas bénéficié en certains temps d'infrastructures pour pouvoir aller de l'avant, et qu'aujourd'hui, disons, la virtualisation nous permet de franchir beaucoup d'étapes très vite. Et il nous a toujours manqué une gouvernance cohérente avec les compétences qu'il faut, au poste qu'il faut, pour l'accélérer. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de 10% du PIB, 15% du PIB, c'est 3 entreprises qui les offrent. Ces 3 entreprises ne sont même pas sénégalaises. Donc, alors qu'on sait que ce qui fait marcher nos pays, ce sont les PME. Donc, sous-traiter dans les petites entreprises, leur permettre de grandir, leur permettre, les accompagner pour conquérir d'autres marchés dans la sous-région et plus loin, comme le font les Maghrébins chez nous, on est encore assez loin du compte. Donc, cet accompagnement pour que le numérique prenne toute sa place, reste à faire. Alors que nous comptons beaucoup d'initiatives isolées de la part de jeunes. Beaucoup d'annonces. Et quand on dit que le Sénégal a fait des bonds exponentiels dans ce domaine, alors c'est quoi que comprendre? Tout naturellement, aujourd'hui, le numérique permet de faire certaines choses. Vous disposez d'un smartphone, vous disposez d'une connexion, vous pouvez bénéficier de tout un tas d'applications et d'infrastructures qui sont situées ailleurs. Mais quand on regarde bien, c'est beaucoup de pertes de valeur de chez nous. Toutes nos données sont ailleurs. Non seulement l'usage qu'ils pourraient en faire, mais les coûts de connexion pour aller les chercher et les restituer. Donc il y a tout un travail à faire là-dessus pour domicilier l'activité numérique en Afrique. Je ne dis pas seulement le Sénégal, parce que souvent ces infrastructures sont si chères. Que sur le plan culturel et financier. Effectivement. Effectivement, que ça, qui ait plus de valeur ajoutée au profit de la population dans le domaine du numérique. Aujourd'hui, le numérique au Sénégal est porté par les 3 grands opérateurs de télécommunications et peut-être les opérateurs de transfert d'argent. Mais le mal est beaucoup plus profond que ça. Ça ne concerne pas que le numérique, ça c'est la politique, c'est la manière de gérer au Sénégal. Même les grands travaux au Sénégal, les dividendes ne reviennent pas à nos ouvriers, aux Sénégalais moyens. Ce sont les multinationales qui prennent tout et qui repartent. Dans ce domaine, comment faire pour redistribuer ces richesses là, c'est encore pour plus les petites et moyennes entreprises? C'est même, le modèle est différent. Aujourd'hui, par exemple, un opérateur de téléphonie ou de transfert d'argent travaille au Sénégal et tire toutes ces richesses du Sénégal et exporte une bonne partie des bénéfices. Bon, paye pas mal de taxes, surtout pour les opérateurs. Quand les gens parlent des bénéfices de la Sonatel, j'ai dit, vous oubliez qu'il y a énormément de taxes, toute une chaîne de taxes quand même qui revient au Sénégal, et l'État, même si c'est une part congrue, même si c'est non, mais l'État est dedans. Pourquoi l'État ne change pas un peu, sous d'autres cieux? L'État a même voulu vendre le peu de parts qu'ils avaient dans des sociétés aussi rentables. C'est vous dire que la gouvernance, quand même, reste à faire. Maintenant, dans ce domaine dont vous parlez, par exemple les grands chantiers, là c'est carrément plus scandaleux. C'est-à-dire qu'on emprunte au nom des Sénégalais, nous tous nous remboursons, nos enfants, tout le monde rembourse. Et puis il y a une équipe qui décide, on a vu les rapports de la RMP, du gré à gré. Voilà, des conditions de fiscalité. Que moi, j'ai une société, mon principal problème, c'est la fiscalité. Ces sociétés arrivent avec beaucoup d'exonérations, avec beaucoup de conditions, avec de l'argent que nous allons payer et que eux ils utilisent. On leur donne même du foncier qu'ils peuvent poser en garantie. Et en retour, après, tout ce qui est juteux, c'est-à-dire toute la partie de valeur ajoutée, comme sur l'autoroute, comme sur l'aéroport, on leur donne, on est quand même assez dubitatif face au modèle, à quel point
il tire 3 fois, 4 fois la mise. C'est vrai qu'au moment où on a besoin... Pourquoi nous sommes aussi faibles devant... Non, mais parce qu'au niveau des contrats, de l'établissement des contrats, moi je pense qu'il y a un énorme péché. Il y a vraiment un déficit d'accompagnement d'avocats d'affaires pour étudier. Et il y a peut-être aussi, là c'est plus subjectif, un certain complexe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on les a, on se gausse d'avoir des financements de tel ou tel domaine, et du coup on perd l'objectivité que ces gens-là viennent pour gagner de l'argent. Ils ont besoin d'investir leur argent et ils vont s'en sortir. Et donc nous n'avons pas à avoir de complexe. Et nous ne nous accompagnons pas avec des avocats d'affaires et prenons le temps de disséquer ces contrats pour savoir qu'est-ce qu'on tire, qu'est-ce qu'on perd, long terme, court terme. Le minimum quand même, ce serait que l'ouvrier sénégalais, le menuisier, le maçon et autres bénéficient de ces chantiers. Je vais vous donner un exemple. Il y a même plus grave que ça. J'ai entendu l'ancien ministre de l'énergie nous expliquer son problème à propos de Total. De ce que j'ai cru comprendre, il y avait une perspective de garder une partie des blocs pour que le jour où il y aurait une société sénégalaise suffisamment forte, qu'on n'ait plus besoin de faire ces clés de répartition, 90% pour la société étrangère et 10% pour une société, pour Petrosen, pour aller explorer. Ce qui est quand même une bonne vision. Et c'est ces blocs-là qu'on a cédés à Total. Alors je fais le parallèle avec le Tchad, que je connais bien, qui a tout misé sur le pétrole et qui a tout donné. Et qui vient de diviser les salaires de ses fonctionnaires par 2 parce que le coût du pétrole ne rapporte pas assez. C'est-à-dire, le jour où on va sortir le gaz et le pétrole, quels seront les prix sur le marché? Nous ne les maîtrisons pas. Donc, s'endetter autant au détriment de la création de grandes entreprises, d'une économie solide, de création de grands champions, pour tout miser sur des multinationales qui viennent investir chez nous, c'est vraiment hypothéquer pour une bonne part. C'est jouer à la loterie. Hypothéquer l'avenir surtout de ce pays. Oui, et pendant ce temps, ces gouvernants, ce sont des politiques. Et j'ai lu votre contribution où vous répondez au ministre de l'Intérieur du Sénégal. Là, vous faites partie de ceux qui sont dubitatifs face à l'organisation de la prochaine présidentielle. Il y a des raisons d'être dubitatif, parce que moi, en entendant un peu le ministre le soir quand il parlait, j'ai dit le subconscient, c'est très fort chez l'individu. Ça vous fait parler alors que vous ne voulez même pas le dire. On vous mettrait tranquillement, vous ne le diriez jamais. Mais c'est sorti comme ça. C'est un grand garçon quand même. Mais on est tous des humains. Il s'exprimait dans une langue qu'il maîtrise. Très bien. Et puis voilà, il est ministre de l'Intérieur tout de même. Tout à fait. Donc, mais il devrait pouvoir gérer ces écarts, non? Tout à fait. Mais ce que j'ai constaté ce soir-là, encore une fois, je ne parle pas de la personne en général. Je constate que ce soir-là, ce que tout le monde pense et qui fait que le dialogue n'avance pas, quoi qu'on puisse dire, et qui fait qu'on n'a pas encore reçu de gage de neutralité de sa part, il l'a affirmé, alors que je pense que si c'était à refaire, je pense qu'il aurait fait un mea culpa, j'aurais même dit que voilà, là je suis d'accord. Mais le lendemain, on a entendu, mais j'affirme. Ces propos l'ont trahi. Je confirme. Ces propos l'ont trahi. Alors comment voulez-vous qu'on fasse confiance à une personne qui, ne serait-ce que pour 5%, a une vision comme ça de sa fonction? On l'invite en tant que ministre de l'Intérieur. On ne l'a pas invité en tant que membre du bureau politique ou maire de grande ville. Non, en tant que ministre de l'Intérieur. Alors, tout ce qu'il dit sur ce sujet, c'est en tant que ministre de l'Intérieur. Moi, en tout cas, c'est mon appréciation de ce qu'il aurait... Et s'il avait été capable de montrer l'étanchéité entre cette fonction de ministre de l'Intérieur et sa fonction administrative qu'il est capable de remplir sans mélanger les genres, il aurait convaincu une bonne partie de l'auditoire. Mais ce mélange, ces allers-retours pendant toute une émission montrent que ça pose problème. Qu'il a été incapable de dissocier les deux. Il a le soutien de son boss, le président. Il a le soutien. Il est mandaté pour ça.
Ça, on ne se fait aucune illusion là-dessus. Ce n'est que la main pour faire l'ouvrage. L'opposition tente de donner la réplique. Ils ont tenu un sitting dispersé ce vendredi. Ça fait partie? Ça fait partie. Ce qui a été assez cocasse, c'était que c'était contre l'arrêté Ousmane Ngom. Et que c'était le PDS qui avait appelé. Ouais. Ça montre quand même au pouvoir en place. Maître Madické Niang a fait beaucoup de gymnastique pour l'expliquer. Hein. Mon ami Madické, c'était compliqué pour lui. Hein. C'était très compliqué. Mais je m'associe, hier comme aujourd'hui, à ces arrêts qui sont des criminels de la démocratie. Parce que ces mesures vraiment de bout de chandelle, appropriées pour régler un problème ponctuel, restent en héritage. Et un beau jour, on est de l'autre côté. Quelle que soit l'échéance, ils seront de l'autre côté. Ce sont des leçons à tirer de la gestion des uns et des autres. Voilà. Et donc, c'est pour ça que ce mélange des genres, où quand on doit exercer sa fonction de ministre de l'Intérieur, on est quelque part à 50% ou à 75% mu par sa fonction de cadre de l'APR, on prend des mesures de ce genre, hier comme aujourd'hui. C'est un problème au Sénégal. C'est un problème au Sénégal, mais le mois de mars, c'est le mois des femmes, mais c'est également le mois de Macky Sall, hein, son accession au pouvoir. C'était en 2012, le 25 mars. Aujourd'hui, cet anniversaire avec tous ces problèmes se présente comment à votre niveau? Mais moi, je dis que le pouvoir s'essouffle. Le pouvoir s'essouffle parce qu'il y a une dynamique de création de surcouches qui mettent les gens dans le sentiment d'inconfort qu'on avait à la fin avec le PDS. Qu'on prend des mesures uniquement dans le sens des élections. On ne prend pas de mesures, on ne gère pas le pays pour, comme le PSE le dit, 2035 ou d'autres programmes 2025. Non, on gère le pays pour 2019. Tout ce qu'on prend comme mesure, tout ce qu'on fait comme action, y compris même l'endettement, y compris les projets, c'est uniquement pour les échéances de 2019. Et personne ne s'y trompe. Promenez-vous dans la ville et discutez avec les gens. C'est-à-dire que on reprend les mêmes méthodes. À l'approche des élections, on se dépêche, on fait des inaugurations. Après, des fois, même quand on a fini l'inauguration, comme en Casamance, le mur tombe. Mais peu importe, quand les caméras étaient là, le mur était debout. Mais les gens de Casamance, ils ont vu le mur tomber. Et ils sont restés sur place. Ils ne sont pas partis. Donc, on a beau faire des annonces, tant qu'on ne fera pas les changements structurels et de long terme, les gens, ils viennent, vous les payez. Mais il y a une clientèle. Moi, je dis que le bon business, c'est de créer une agence pour remplir les meetings. Vous venez, vous n'avez même pas besoin de discuter avec les gens. Vous venez, vous voyez Pape Cheikh. Il a 1000 jeunes, il a 1000 jeunes, il a 2000 femmes, il a je sais pas quoi. Vous lui dites, j'ai un meeting, j'ai une salle de 200 places, remplissez-moi. Hein, et ça coûte tant par personne. Et les gens viennent, vous mettez votre t-shirt, applaudissent et retournent. Et le lendemain, on retrouve les mêmes dans d'autres meetings qui prennent l'argent, les t-shirts et tout. C'est une professionnalisation. C'est quand même triste quand même pour une démocratie qui est encore jeune. Pour la conscience citoyenne, pour la manipulation de l'opinion publique. Et chacun joue à dévoyer la démocratie, les uns avec la loi, les autres en étant une clientèle politique consentie. Ouais. Et le mur qui s'est affaissé du côté de la Casamance? C'était une inauguration d'un poste en Casamance, c'était il y a 2 ans. Et c'était très rigolo parce que dès que l'inauguration était finie, le mur est tombé. Il y a beaucoup de bébés quand même baptisés sous le régime de Macky Sall. Avant même leur naissance, ça s'est produit avec le pont de l'émergence au niveau de Grand Yoff. Tout à fait. Un accident juste après. Oui. Parce que le chantier... Oui, c'était pour le référendum. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses, on ne construit pas le Sénégal pour les Sénégalais. Mais voilà, ça marche. Ça marche, ça donne des résultats. Non, mais ça marche, c'est-à-dire qu'on perd beaucoup de temps. Allez, promenez-vous un peu. Mais les Sénégalais s'y retrouvent, voilà. Ils n'ont pas le choix. Non, mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Mais quand vous vous promenez un peu dans les autres pays, nous, on peut le faire, on peut le dire dans la monétique. Nous avions 10 ans d'avance
par rapport à Abidjan. Aujourd'hui, ils ont 4 fois plus d'évolution que nous. Nous sommes allés former des gens, créer une succursale pour leur montrer le travail et un technicien allait les former. Aujourd'hui, ils ont 4 longueurs d'avance. Pendant ce temps, on est dans les séminaires. Pendant ce temps, on est dans les effets d'annonce. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du durable dans le long terme de manière neutre. Même si l'idée est bonne, parce que tout est à faire dans ce pays. Les autoroutes sont à faire, les aéroports sont à faire, tout est à faire. Mais disons, la construction d'un pays pensée avec les équilibres, en pensant aux villages, en pensant aux villes, en pensant aux jeunes, en pensant aux moins jeunes, et tout ça sur du très long terme qui dépasse son mandat, ben, dès que quelqu'un arrive au pouvoir, au bout de 6 mois, il est rattrapé par les élections, il laisse tout ça de côté et il gère la prochaine élection. Que ce soit un référendum, des locales ou la présidentielle, c'est l'apothéose, la présidentielle. Parce que dans ce pays, il y a une seule fonction, c'est la fonction présidentielle. Il y a une seule élection, c'est l'élection présidentielle. Tous les autres pouvoirs sont faibles. Aujourd'hui, on peut mettre une délégation spéciale à la mairie de Dakar, alors que pratiquement l'ensemble des communes, sauf une seule commune, n'a pas voté l'APR. Le président peut décider, affaiblir le maire et mettre quelqu'un d'autre. C'est le système présidentiel. Non, mais ça veut dire que les institutions sont très, très, très fragiles, très faibles et à la merci de la fonction présidentielle. Ça, ce n'est pas une démocratie qui est durable, ce n'est pas la démocratie que nous voulons. Ce n'est pas la démocratie que nous voulons. Et Aly Ngouille Ndiaye, pour en terminer, vous avez même cité son prédécesseur. Vous rappelez qu'il a proclamé des résultats avant même la Sénat. C'est-à-dire que les chiffres, il a proclamé avant la commission qui est quand même habilitée. Il a donné des chiffres différents. Et pour Dakar, c'est vers 2 h du matin qu'on a annoncé, que le ministère de l'Intérieur a annoncé les résultats de Dakar. Pour nous dire quoi? Il n'y a pas une amélioration? Non, mais il y a un recul. Ah, clairement là... Par rapport à Abdoulaye Daouda Diallo, il y a une amélioration. En tout cas, on verra. Il n'a pas encore organisé d'élections. Les élections législatives, un gouvernement sérieux aurait dû dégager le ministre de l'Intérieur et dégager l'équipe administrative. Il y a pire que ça. Le minimum quand même dans un pays, c'est de pouvoir disposer de sa carte d'identité. C'est un luxe pour beaucoup de gens. Et ils savent pas, on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Parce que quand même, les 50 et quelques milliards, nous allons les payer tous. Hein. Là-dessus, il y a la démocratie pour les... Mais pour avoir la carte, certaines localités ont fait le plein. Je peux vous dire qu'à Mbour, les jeunes, on s'est battus pour avoir les cartes. Hein. On s'est battu clairement tous les jours pour aller recevoir les cartes. Mais là également, il y en a qui parlent de sabotage. Le Sénégal ne confectionne pas les cartes. Les machines sont importées et achetées. Nous ne faisons que imprimer, prendre les empreintes digitales des uns et des autres pour confectionner, mettre au niveau de la machine et faire sortir les cartes. Les distribuer. Rien que ça, notre administration n'en est pas capable. À qui la faute? Qui est-ce qui exerce le pouvoir? Vous savez, Pape Cheikh, c'est pas délibéré, ça? Non, mais j'ose penser que... Non. Je préfère penser que c'est de l'incompétence plutôt qu'un complot, un sabotage. Jusqu'à ce niveau? Ah ben oui. Vous savez même pas le niveau d'amateurisme. Vous avez la machine, vous ne faites que photocopier. Le document mais pire existe. que ça, ils vous avaient formé pour faire les passeports. C'est la même équipe. Okay. Ils vous avaient formé et dans la fabrication des passeports, il y avait le transfert de technologie. Il y a les machines que nous avons achetées, les gens que nous avons formés. Aujourd'hui, quand il s'agit de confectionner les cartes, on s'attendrait quand même qu'un bon patrimoine soit déjà là. Oui. Et le CFA, pour terminer? Oui. Que voulez-vous de notre CFA? Alors, moi, sur le CFA, c'est un autre sujet. En lisant un peu tout ce qui se passe au niveau de la monnaie dans le monde, en voyant le G20 inscrire de nouvelles monnaies dans leur agenda, en voyant les GAFA, les Google, Facebook, lutter contre l'arrivée de cette nouvelle monnaie, la monnaie numérique, j'ai commencé à me dire, ce n'est pas anecdotique.
Parce qu'on a plutôt l'habitude d'entendre parler de cette monnaie numérique sous des formes assez négatives, qu'il n'y a pas de gouvernance, que c'est de la spéculation, que la valeur fluctue beaucoup. J'ai dit, c'est quand même une innovation. Malgré ses défauts, malgré tout cela, aujourd'hui, ça intéresse les grands de ce monde. Nous qui sommes empêtrés dans une monnaie dont on ne sortira pas facilement, il faut le dire. Parce qu'il faudra s'entendre sur beaucoup de choses, créer les conditions, et ce n'est pas facile, on est d'accord là-dessus, mais inéluctablement, il va falloir qu'on crée les conditions d'améliorer notre compétitivité, et cela passe, entre autres, par la monnaie. Pourquoi? Et je ne m'adressais même pas tellement au gouvernement. Pourquoi on ne générerait pas un centre technologique qui allait, pas seulement le Sénégal, hein, le Sénégal, le Nigeria qui est très en avance, la Côte d'Ivoire qui est en avance, où les jeunes, de la même manière que la société civile s'est emparée de l'Afrique pour en changer le destin, pourquoi ne pas créer les conditions pour repenser à comment utiliser cette technologie pour venir régler les problèmes de notre dépendance par rapport au franc CFA. Je ne dis pas que c'est bon, parce qu'on ne maîtrise pas tout. Je connais les limites, mais je sais que technologiquement, ça tient la route. Et c'est suffisamment sérieux. Quand vous parlez de monnaie numérique, vous ne parlez pas que de transfert d'argent, que de billets de banque qui passent par les sociétés de transfert. Non. Vous parlez d'une nouvelle monnaie. Exactement. D'une nouvelle monnaie qui est basée sur un autre système qu'il est très difficile d'expliquer au grand public. Parce que c'est des technologies de... Ce ne sont pas des billets de banque. Ce ne sont pas du tout des billets de banque. Parce que de toute façon, de quoi on a besoin? Bon, pour certains, comme peut-être mon père, ils sont très contents quand ils ont plein de billets de banque, quelque part. Mais on a besoin de créer de la richesse et d'avoir des biens. Donc c'est un switch de l'état d'esprit. Comment puis-je avoir tout ce qu'il y a ici sans avoir dans un coffre de l'argent? Déjà, on n'a plus de coffre. L'argent, on croit qu'elle est à la banque. Elle n'est pas dans la banque ici. Elle est ailleurs. Et quelque part, ce ne sont que des écritures, que des jeux d'écriture. Donc, on est là-dessus. Mais il y a quand même encore une gouvernance. Et là, il s'agira d'aller plus loin. Il s'agira d'aller plus loin. Qu'il n'existe même pas ces billets. De la même manière que quand le mobile est venu, alors qu'on était condamné à ne jamais avoir de téléphone parce qu'on n'avait pas de cuivre, assez de cuivre pour apporter le téléphone fixe chez nous, de la même manière, c'est une révolution qui va venir. C'est une révolution qui va venir. Alors, mettre les jeunes là-dessus, qu'ils comprennent les technologies, qu'on les forme, et qu'ils comprennent comment ça marche ailleurs, et qu'on ait ce système qui fonctionne, et qui fonctionne déjà en Corée, tous ces pays qui étaient très en retard. Oui, une révolution, c'est le cas de le dire. Oui, l'humanité qui a quitté les échanges. On a besoin d'innover. Il y avait le troc. On avait il y a encore le troc en Afrique. Hein? Et puis, ça vous me donnez du mil, je vous donne du riz. Tout à fait. Ça existe encore. Il y a mieux que ça, c'est-à-dire que ce n'est pas très loin du troc. Vous me donnez du mil, mais vous me donnez 1 kilo. Moi, je vous donne de l'arachide, ça coûte moins cher. Ouais. Le débours, il est comment? La différence, c'est une dette que je vous donnerai plus tard. Eh bien, c'est consigné quelque part et ça ne peut pas être modifié que je vous dois encore cela. Et nous avons tous confiance en ce système, que le jour où j'aurai besoin de cet équivalent en un autre bien, c'est bien ce montant-là que je dois. Donc du troc, maintenant, après, il y a eu la monétisation. Tout à fait, le fiduciaire. Vous nous parlez du numérique total. Total. Oui, du troc numérique. Mais on y est. D'une certaine manière, oui. On y est. Mais les billets de banque existent encore. Voilà. Vous savez, par exemple, le secteur bancaire, qu'est-ce qui les fait bouger? Ce sont les télécommunications et avec les transferts d'argent. Pendant très longtemps, c'était un luxe, la banque. Pour beaucoup de gens, il fallait être bien habillé, être un salarié pour parler à une banque. Quand tous ces systèmes sont venus et qui permettent de faire des affaires, ils ont commencé à desserrer les taux. Ils ont commencé à voir le Sénégal autrement que par les grandes sociétés. Eh bien, c'est pareil. C'est-à-dire, si le citoyen prend son destin en main et crée d'autres systèmes, si ça marche, si c'est sécurisé, l'État se dit, tiens, comment je peux aborder? Et les autres pays en sont là. Ils ont dit, mais venez nous dire
comment intégrer ce système-là. Et je dis que nous, on fait les partie banques de ce monde. avec leur système d'endettement qui tue les gorgolous à petit feu. Ouais. Ça Tout à fait. également, il faut en parler. Ben, nous Vous avons parlez la de Banque monnaie. centrale, hein. C'est notre banque centrale. Ils n'ont qu'à faire le travail qu'il Elles faut. en font trop, hein, ces banques, au Sénégal. C'est mon sentiment. C'est mon sentiment. C'est la réalité, non? Mais il y a mieux. Pourquoi les Sénégalais sont laissés à eux-mêmes? Non, ce ne sont pas Il y a que les Sénégalais. aucune espèce de protection face à ces banques. C'est la zone CFA. C'est la zone CFA. C'est la zone CFA qui est ainsi faite. Et donc, c'est du rôle de la dommage, Banque non? centrale de défendre ses citoyens et des associations Et de visiblement, consommateurs. nos gouvernants, nos chefs d'État n'ont pas les moyens de faire face à ces banques. Non, ils n'ont pas les moyens parce que leur échéance, c'est 2019. Pour chacun à son 2019. Le CFA, c'est une affaire de 10 ans, 30 ans. C'est pas leur problème. C'est 2019 qu'il faut régler. Alors le CFA, ils vont même pas à la réunion. Quand il y a eu la dernière réunion du franc CFA, le président Macky Sall était en Afrique du Sud. Semi Keba a tenté de revenir en Afrique. Il a été une nouvelle fois refoulé En du côté Guinée. de la Guinée. En Guinée. Là également, vous comprenez? Non, c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Ndeye Fatou Ndiaye, Blondin Diop. Merci, c'était un plaisir. Merci. Merci à vous et merci pour cette émission. Oui, bon dimanche à vous tous. À dimanche, Inch'Allah, pour un autre numéro. Merci beaucoup.